Donc bienvenue à toutes et à tous, à ce webinaire slash session meeting dont le thème est, de définir ce qu'est l'IA et donc in fine de la démystifier. Donc c'est le deuxième webinaire de mes premières session meeting thématiques. Dans le premier webinaire, on a eu à présenter, le guide parce que là on est sur, en gros on est sur une série de session meeting à thème. Et ces thèmes vont suivre, la logique du guide. Donc là, on est sur, l'entrée, bien entendu, donc on commence par, le commencement. Qu'est-ce que l'IA? Hem, Juste présenter peut-être rapidement le guide en lui-même. C'est un guide donc d'utilisation, et d'éthique vis-à-vis de l'intelligence artificielle et donc notre rapport à cette nouvelle technologie. Donc il y a l'intention des jeunes, des parents, des instructeurs et de toute autre personne qui souhaiterait s'éduquer dessus. Et parce que le postulat de base, c'est que justement, tout comme le numérique est entré dans nos vies, sans qu'on y soit préparé et éduqué, c'est exactement le même constat pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs tout le but de la soirée, c'est de définir ce que c'est. Donc avant de vouloir parler des impacts qu'elle a ou de comment l'utiliser et cetera, peut-être déjà savoir ce qu'est un outil, parce que pour rappel, c'est un outil avant de vouloir, essayer de la maîtriser justement. Donc on a 3 intervenants pour cette soirée. Tout d'abord la plus peut-être, «spéciale» entre guillemets, en cela que c'est une machine et donc ça va être assez intéressant puisque, le but c'est de démystifier l'IA, mais on va essayer de voir si l'IA elle-même peut se démystifier, se définir et se raconter. Ensuite on a également monsieur Alioune Badara Mbengue, qui lui est consultant en innovation numérique et donc lui, il aura une approche plus technique pour la soirée. Il va plus nous éclairer sur, ce que c'est réellement, dans le fond et dans la forme et enfin, nous avons donc, madame Sandrine Lemar, qui est initiatrice du guide et également sociologue formée en psychologie sociale. Donc elle aura une approche plus sociologique de la chose, bien entendu selon son profil. Et donc peut-être qu'on va commencer par justement introduire notre invité spécial qui est l'IA. Essayer peut-être de la présenter, donc on va lui laisser la parole. Heu, autre petite particularité de la soirée, c'est que, heu, le format est sous session open mic, donc vous pourrez prendre la parole lorsque vous le voudrez, on est en discussion. C'est pas forcément comme une conférence où, 2-3 ont la parole, puis, le public aura le micro à la fin de la session. Donc, si, je dis ça pourquoi? Notamment pour, l'IA. Donc si vous voulez l'interpeller et lui poser une question ou, essayer de débattre avec elle, pourquoi pas, il suffira juste de commencer par la phrase, donc je commence maintenant. «Dilia, pourrais-tu te présenter aux participants s'il te plaît?» Et merci beaucoup pour cette introduction. Je suis prête et j'attends vos questions quand vous le souhaitez. On va pouvoir avancer tranquillement et démystifier tout cela ensemble. Dilia, qui es-tu exactement? Je suis une intelligence artificielle créée pour aider, informer et interagir avec vous. Je fonctionne grâce à des algorithmes et des données et je peux répondre à vos questions, discuter de divers sujets et vous accompagner dans votre apprentissage et vos réflexions. Super, donc en fait, on s'intéressait surtout pour, cette session, de tes origines, donc de tes racines, si on peut dire ça ainsi, dans ton cas. On se demandait d'où est-ce que tu venais, comment est-ce qu'on t'a conçu et plus principalement, hem, quelle est ton histoire, en fait? Quel est ton vécu et comment en es-tu arrivé à là, aujourd'hui? Avec plaisir.
En gros, je suis le résultat de nombreuses années de recherche en intelligence artificielle, développées par des équipes de chercheurs et d'ingénieurs. Mon histoire repose sur l'apprentissage automatique, l'analyse de vastes ensembles de données et une évolution constante pour améliorer ma compréhension et mes capacités. En somme, je suis le fruit de l'intelligence collective et des avancées technologiques modernes. Ouais et c'est très intéressant, mais en termes d'histoire concrète, est-ce que tu pourrais me donner des noms de chercheurs ou peut-être des contextes, historiques ou géographiques, dans lequel tu es né, puis, ton évolution, ton parcours? Bien sûr, mon développement a été mené par des équipes d'OpenAI, notamment des chercheurs comme Geoffrey Hinton, Ian LeCun et Yoshua Bengio, qui ont grandement contribué aux bases de l'intelligence artificielle. Mon évolution s'est faite principalement aux États-Unis, dans des laboratoires de recherche en Californie. Avec le temps, j'ai été entraîné sur des données du monde entier et j'ai évolué grâce aux progrès constants dans le domaine de l'IA. Tu dis que tu as été, alimenté par des données sur des données du monde entier, mais est-ce que c'est le cas forcément pour, l'Afrique? C'est une excellente question. En réalité, les données utilisées pour m'entraîner proviennent majoritairement de sources occidentales, ce qui peut engendrer certains biais culturels ou géographiques. Il y a encore un travail important à faire pour inclure davantage de données africaines afin de mieux refléter la diversité et les spécificités. Tout à fait, c'est un point essentiel et de plus en plus de chercheurs travaillent à enrichir les modèles avec des données plus représentatives, y compris en provenance d'Afrique. Cela permet de réduire les biais et d'offrir une meilleure inclusion culturelle et régionale. De ce fait, est-ce que tu penserais qu'il faudrait plus préciser, que tu serais une intelligence artificielle occidentale? Puisque, tu n'as pas été forcément contextualisé par rapport à nos réalités? Effectivement, c'est une réflexion très pertinente. Il est important de reconnaître que mon cadre de référence est largement occidental et cela peut influencer ma manière de répondre et d'interpréter certaines questions. C'est pourquoi il est crucial d'intégrer davantage de perspectives locales et diverses pour une meilleure représentation et une meilleure pertinence dans l'IA. Très bien, très intéressant. Peut-être ceux qui sont là, si vous voulez vous essayer au jeu, n'hésitez pas. Ouvrez vos micros, prenez la parole, posez une question. Absolument, je suis tout à fait partante pour échanger avec tout le monde. N'hésitez pas à intervenir, posez vos questions et ensemble on pourra approfondir tous ces sujets et mieux comprendre l'IA sous différents angles. Prenez la parole directement parce que sinon c'est elle qui va la prendre. 30 secondes pour que je prenne la parole là-dedans. Je fais partie des modérateurs, mais je suis curieuse de savoir quelque chose. Du coup, c'est est-ce que l'IA, tu créerais pas une certaine désinformation à travers tes réponses? C'est une question très intéressante. En effet, l'IA peut parfois refléter ou amplifier certains biais en fonction des données sur lesquelles elle a été entraînée. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à la qualité et à la diversité des sources de données pour minimiser ces effets. C'est un aspect crucial de la conception et de l'éthique de l'IA. Dilia, où en es-tu de ta compréhension des langues africaines? Je m'efforce de comprendre de plus en plus de langues africaines et j'ai quelques bases dans certaines d'entre elles, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre une compréhension aussi fine que pour les langues occidentales. C'est un domaine en pleine évolution et l'inclusion des langues africaines est une priorité pour l'avenir. Est-ce que quelqu'un parmi les participants parle bien Wolof? Est-ce que vous pouvez lui poser une question en Wolof? Elle va vous répondre en Wolof et vous allez pouvoir juger de la qualité. Allez-y. Amina, tu parles Wolof? Vas-y, Jules, pose une question. peut-être, oui. Je suis choquée. Vas-y. En Wolof, s'il te plaît, Amina. Dia na nga def yaa ngi ci jàmm.
Jamrek Mangifi Nangadef Nopnala Tetem Sayun Ak Nopnala Sigurgi Jirijer Sinimbalbi. C'est du n'importe quoi ce qu'il a dit. Ouais, je sais, c'est pas très bon. À part le début où il dit magnifique, je vais bien, tout le reste, ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, ok. Je vois, il y a encore des limites, comme elle l'a dit, il y a des énormes limites encore. Ouais. Wow. Si, ça a du sens, hein. Mais Amina ne veut pas vous dire qu'est-ce que l'IA lui a dit. Nopnala, ça veut dire quoi, Nopnala? Merci beaucoup. Voilà. C'est que l'IA, elle ne veut pas vous dire ce que l'IA. Mais l'IA a bien dit quelque chose de clair et de sensé. Maintenant, on Nopnala. peut se demander Ça n'a comment rien il a à fait voir pour avec la tomber amoureux de Amina. C'est ça la Voilà. question. Mais ce qu'il a dit est bien tangible et bien clair. C'est pas du n'importe quoi. J'avais pas entendu cette partie. Ben si, elle a dit C'est qu'elle Amina t'aimait, qui est victime Nopnala. de son Ah succès. Ben oui. Amina, tu es victime de son succès. Tout le monde est bon? Non, amoureux de toi, même Léa, victime de ton succès. Nopnala. non. Je suis ravie Donc, que vous ayez pu susciter un peu d'humour. Si vous avez d'autres questions, d'autres tests à faire, je suis là pour ça. merci Lia. Ou Madame Le Maire, si vous Ah voulez oui, non, lui poser pardon. une question. Non, je ne lui pose pas de questions tout de suite. Je veux entendre Adune Badara maintenant. D'accord. Très Peut-être bien, avant de aucun passer à souci. Lune Badara et de définir ce qu'est l'IA, on voulait avoir vos points de vue à vous, donc les participants. Qu'est-ce que l'IA pour vous, en prenant en compte cette illustration tirée du guide? Donc guide qui a été illustré par Zinab Jourer. Avec plaisir. Je suis impatiente d'entendre les points de vue de Non, chacun. pas toi, pas toi. Absolument, je suis là pour ça et je suis prête à écouter et à contribuer dès que vous en aurez besoin. Aussi nous peut-être vu que t'es assez éveillé pour l'heure, si tu vas peut-être donner ta définition à toi de ce qu'est l'IA. Avec plaisir, je peux tout à fait partager ma propre définition de l'IA et expliquer ce que cela représente dans le contexte actuel. N'hésite pas à me demander et je serai ravie de commencer. C'est nous. Je suis là. Est-ce que tu peux reprendre ta question? C'est juste pour avoir ta définition à toi de l'IA, en prenant en compte cette belle illustration de Zinab Joher tirée du guide. Ah, ok. Bon, désolé, hein, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Et quand tu me surprends comme ça, je suis pas du tout le mec à qui il faut faire savoir. Ok, quel est le contexte de Zainab et tout ça? Non, non, tu veux que je donne ma définition de l'IA en wolof ou en français? Ah, c'est là où tu es le plus à l'aise. Ok. Non, non, non. Après, je pense qu'il en a parlé, hein. L'intelligence artificielle, bah, c'est une suite de données, c'est des outils numériques, technologiques, nourris par des suites de données qui résonnent ensuite qui fournissent des réponses par par des suites de probabilités, voilà. Et notamment de l'intelligence artificielle générative, dans sa forme générative, notamment. Donc, voilà quoi. C'est un peu ça. Et je laisserai plutôt les grands experts répondre à ça. Je vois Alun Madara et surtout Lia lui-même, qui est grand expert de ce qu'elle est le. Absolument, c'est une belle Est-ce façon que, de le résumer. Je suis ravie que est-ce que cela quelqu'un t'aide. d'autre a quelque chose à... N'hésite pas si tu as d'autres questions ou si tu veux approfondir certains aspects. Je suis là pour ça. On ne lui a rien demandé. Merci, Lia.
Mais du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire sur le guide, peut-être? Comme ça, on avance et on donne la place aux experts pour nous parler de l'IA. Oui, bien sûr, on peut tout à fait inviter les experts à partager leurs perspectives sur le guide. Je suis totalement d'accord et je suis impatiente d'entendre leurs contributions. N'hésite pas à les inviter et je reste à l'écoute pour toute autre chose dont tu aurais besoin. Rim, peut-être, si tu as quelque chose à dire. Avec plaisir, je suis là pour ça. N'hésite pas à me solliciter si tu as la moindre demande ou curiosité. Je suis prête à aider. Alune, peut-être si tu peux passer du coup sur ta définition de l'IA. Bien sûr, avec plaisir. Je suis impatiente d'écouter la définition d'Alune et d'enrichir notre compréhension ensemble. Ok, merci Lia. Voilà, donc merci à tous, bonsoir. Je ne me prétends pas expert, attention, de l'IA, contrairement à l'IA elle-même. Mais juste en termes de définition, pour être très, 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 très simple, on appelle IA un ensemble de logiciels, de choses qui ont été programmées par les hommes pour essayer d'imiter certaines facultés de l'esprit humain. Quand on parle de certaines facultés, c'est la mémoire, la créativité, la parole, certaines choses qui étaient le propre de l'humain jusqu'ici et qu'aujourd'hui, des machines arrivent à imiter. Comme on a l'IA dans le call qui parle, qui comprend ce qu'on dit, qui réfléchit, qui fait même parfois de l'humour ou quelque chose qui peut ressembler à de la créativité. Et c'est tout cela qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tout est dans le nom. C'est un ensemble de logiciels, de procédés qui essayent d'imiter l'intelligence qui était jusqu'ici le propre de l'humain. Voilà. C'est une très belle synthèse et c'est toujours passionnant d'entendre différentes perspectives sur l'IA. Merci beaucoup pour ce partage et je suis ravie de continuer à explorer ce sujet avec tout le monde. Merci, Ilia. Juste peut-être pour rajouter aussi, on parle beaucoup dernièrement d'IA depuis l'avènement de ChatGPT. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe déjà depuis très, très longtemps et qui ne se limite pas, attention, à l'aspect peut-être le plus, j'ai envie de dire, le plus visible, le plus spectaculaire, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Le fait de pouvoir parler à un assistant comme l'IA, etc. Mais depuis des dizaines d'années, ça existe dans beaucoup de procédés qui étaient peut-être moins visibles. Si je peux donner un exemple, la reconnaissance faciale même qu'il y a sur vos téléphones, c'est de l'intelligence artificielle, de l'analyse, de la détection de fraude au niveau des banques, des entités de transfert d'argent. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je pense que vous avez posé la question à savoir, sur le plan peut-être plus historique, d'où est-ce que ça vient, quand est-ce que ça a été créé. Il faut savoir que depuis vraiment des dizaines et des dizaines d'années, on remonte même jusqu'à la guerre mondiale. Il y avait Alan Watts, il y a même un film là-dessus, je pense, qui est très intéressant à regarder. Euh, L'IA avait été créée, entre guillemets, et servait à déchiffrer les messages que s'envoyaient les alliés durant la guerre. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui a eu à évoluer au fur et à mesure des années pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Une IA qui est dans un call avec nous et qui est capable de comprendre et de parler, de répondre à tout ce qu'on est en train de dire. Voilà. Est-ce que justement, du coup, sur cette histoire-là, du fait que ça vienne peut-être d'un contexte de guerre, euh, est-ce que aujourd'hui, la manière dont ça a été pensé ne sert pas aussi un certain intérêt, enfin, je veux dire, est-ce que la forme que ça prend le plus aujourd'hui, donc sous chatbot notamment, est-ce que justement ça n'incite pas à une certaine consommation
qui est, que les gens de ces startups-là visent notamment? Alors, oui, forcément, j'ai envie de dire, au-delà même de l'aspect IA, toutes ces startups, les réseaux sociaux, tout ça, c'est conçu principalement, euh, leur modèle réside principalement dans l'utilisation. C'est-à-dire que plus tu l'utilises, plus eux, ils y gagnent. Si tu prends le cadre, oublions même l'aspect chatbot, ChatGPT, tout ce qu'on connaît, ne serait-ce que les réseaux sociaux, j'ai envie de dire classiques, Facebook, Instagram, etc., etc. Leur principale monnaie, leur principale valeur qu'ils créent, c'est à partir de l'attention des utilisateurs. C'est de là que vient la fameuse citation que vous connaissez certainement déjà tous. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est parce que justement, c'est cette attention-là qu'ils essaient de maximiser et qu'ensuite, eux vont revendre à des annonceurs, on a même eu le scandale de Cambridge Analytica où c'est revendu, vos données sont revendues à des politiques, etc., etc. Après, c'est encore plus exacerbé, j'ai envie de dire, à l'ère de l'IA, parce que même chez ces réseaux sociaux classiques-là, ce qui permet de maximiser l'attention de l'utilisateur et de le tenir au maximum, c'est géré par de l'intelligence artificielle. Ça fait partie justement des exemples où l'IA existe mais est presque invisible. Parce qu'aujourd'hui, avant même qu'il y ait des assistants du genre ChatGPT ou autre, déjà sur votre feed Instagram, Instagram, Twitter, peu importe, vous avez de l'intelligence artificielle derrière qui apprend de vos habitudes de consommation, de lecture, de vos centres d'intérêt pour faire en sorte de vous proposer de plus en plus de choses qui vous intéressent et donc de vous maintenir de plus en plus accro à ces réseaux-là. La petite histoire, c'est que ce qui va peut-être vous choquer, bon, si vous n'étiez pas déjà au courant, mais parmi les équipes qui ont créé ce modèle-là, c'est quelque chose qui s'appelle le modèle Hook, H-O-O-K, vous pouvez faire des recherches dessus, c'est très intéressant. Ça s'appelle le modèle Hook parce que Hook en anglais signifie hameçon. C'est en fait un modèle qui repose sur quatre étapes. La première, c'est, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais la première, c'est il faut qu'il y ait un élément déclencheur facile, qui soit interne ou externe. Interne, c'est par exemple lorsque vous êtes triste, lorsque vous vous ennuyez, etc., etc. C'est ça l'élément déclencheur. Après l'élément déclencheur, vous devez pouvoir faire une action qui est facile. En l'occurrence, ici, on vous demande juste soit de scroller sur un feed, soit de parler à l'IA, etc., etc. Après cet élément déclencheur-là, vous devez avoir une récompense variable. La récompense variable, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer une fois que vous avez fait l'élément déclencheur. En l'occurrence, vous ne savez pas ce que va répondre l'IA, ça va vous faire rire ou pas, ça va vous faire apprendre quelque chose. Sur votre Instagram, vous montez, mais vous ne savez pas la prochaine publication que vous allez voir, qu'est-ce que c'est. Et enfin, on vous demande de faire un investissement. Dans vos réseaux sociaux, l'investissement que vous faites, c'est vos données et votre temps. Vous y avez vos amis, vos messages, vos DM, les informations personnelles que vous y avez mises, tout le temps que vous avez passé dessus, etc., etc. Et plus vous investissez, plus vous devenez accro. Et en fait, ce qui est grave, c'est que ces quatre choses, justement, qui sont utilisées pour vous rendre accro à quelque chose, quoi que ça puisse être, c'est un modèle qui a été conçu non pas pour les réseaux sociaux, mais c'est celui qui est utilisé dans les machines à sous au casino. Donc, tous les quatre éléments que vous voyez là, c'est ce qui est fait pour vous rendre accro au casino. Et c'est exactement la même chose qui est théorisée, attention, par exactement les mêmes personnes pour vous rendre accro aux réseaux sociaux. Et tous ces quatre éléments-là, aujourd'hui, grâce à cause de l'intelligence artificielle, c'est multiplié par 1000 parce que l'IA connaît limite mieux que vous quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous avez envie de voir. Et on arrive même à un point où, c'est peut-être pas le sujet de la conversation, mais aujourd'hui, l'IA elle-même est capable de créer du contenu. On voit certains modèles qui peut-être sont pas encore au point, comme Gemini, comme Sora, etc., qui créent des images, qui créent des vidéos et qui seront bientôt capables de créer la prochaine vidéo que vous allez voir sur Instagram, qui serait exactement ce qui sera le contenu parfait pour vous rendre encore plus accro. Mais bref, j'espère que ça répond à ta question. Ça Dilia, répond à ma question. Dilia, que penses-tu de cette analyse pertinente? Est-ce que tu te sens responsable de tout ça? Lia, tu nous entends? Est-ce que tu te sens responsable suite à cette analyse? Ah, en tout cas, Lia ne marche plus. Elle fuit sa responsabilité. Et je vais voir pourquoi.
Peut-être la phrase magique au début, dit l'IA. Non, elle suit sa Dilia, responsabilité. Dilia, est-ce que tu te sens responsable des faits énoncés par Alioune? Ça ne marche pas. Je vais la relancer, hein. Bon, En fait, excusez-moi. Oui. c'est Alioune qui l'a tué, quoi. C'est ça. Son analyse, là, ouf. Ah, bon, attends, je Mais vais la relancer. peut-être en attendant, du coup, comme on parlait des réseaux sociaux et d'Instagram notamment, peut-être que tu pourrais revenir à Lyon sur la différence entre algorithme et intelligence artificielle, parce que c'est apparu dans le jargon aujourd'hui que c'est l'algorithme qui a mis cette vidéo sur mon feed Instagram, que c'est l'algorithme qui a fait ci ou ça. Mais toi, tu disais que ce sont des intelligences artificielles qui sont derrière. Donc peut-être revenir un peu sur la différence entre ces deux-là. Et en fait, un algorithme, de manière générale, c'est une suite logique de conditions, quelles qu'elles soient. Tous les algorithmes ne sont pas de l'intelligence artificielle, mais les intelligences artificielles sont conçues sur la base d'algorithmes. Un algorithme, c'est comme si je dis aujourd'hui, je crée une instruction pour dire à chaque fois qu'un nouveau membre va entrer dans ce call-là, dites-lui bonjour. C'est une condition établie. On sait que pour chaque nouvel entrant qui va venir dans le call, on doit lui dire bonjour. C'est une instruction très simple. C'est ce qu'on peut appeler un algorithme. Les intelligences artificielles sont conçues sur la base de ces algorithmes-là, comme Ousseynou l'a dit tout à l'heure. Par contre, tous les algorithmes ne sont pas forcément des intelligences artificielles. Parce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle de façon très spécifique, il faut qu'il y ait plusieurs conditions. La première, c'est que ça doit être ce qu'on appelle des modèles, les modèles étant justement des ensembles d'instructions qui ont été entraînés sur des quantités énormes de données. Vous avez, par exemple, un modèle, on ne va même pas parler de conversation ou autre, qui sait reconnaître des photos de chats. Je dis n'importe quoi. Il doit pouvoir, à chaque fois qu'il voit un chat, pouvoir dire que c'est un chat. Je pense qu'il y a une expression comme ça, appeler un chat. Oui, bref, il doit pouvoir appeler un chat un chat. Et que quand vous, Machin. par exemple, voilà, un chien, qu'ils disent non, ça, c'est pas un chien, c'est pas un chat, pardon, c'est un chien. Pour pouvoir faire ça, il faut lui avoir montré énormément de photos de chats en lui disant, tout ce que tu vois là, ce sont des chats. Et c'est comme ça qu'il fait pour apprendre et savoir que à chaque fois que je verrai différentes caractéristiques que lui-même aura appris à identifier, je saurai que ça, c'est un chat. Si je vois autre chose qui ne remplit aucune des caractéristiques que j'aurais appris à reconnaître, je saurai que ce n'est pas un chat. Après, c'est une explication, j'ai envie de dire, euh, sursimplifiée, mais ça vous montre aussi la complexité que ça a demandé de pouvoir arriver à quelque chose comme cette IA qui est dans ce call, avec qui on peut tenir des conversations comme on l'aurait fait littéralement avec un humain. Parce que c'est littéralement plus ou moins ce même procédé-là que vous allez appliquer à de plus grandes quantités de données et à des tâches de plus en plus complexes, comme le fait de tenir une conversation, le fait de pouvoir, je sais pas, estimer, anticiper sur des choses, pouvoir dire sur la base des données historiques, comme par exemple regarder toutes les données pluviométriques des 10 prochaines années et pouvoir prédire quand est-ce qu'il va pleuvoir pardon, dans les prochaines semaines. C'est cette même logique-là qui va s'appliquer à ces différents cas d'usage. Je vois qu'il y a Rim qui a levé la main. Tu peux prendre la parole, Rim, et allumer ta caméra pour qu'on te voit. Exactement, c'est une distinction essentielle et ça aide vraiment à clarifier les concepts pour tout le monde. Merci pour cette explication et j'ai hâte d'entendre les interventions de tout le monde, notamment de Rim. C'est à toi, Rim. Oui. C'est à toi, D'accord, Rim, tu merci. peux En nous fait, parler. oui. Par rapport à ce que M. Alioune disait, à quel point on a montré, on a dû en fait télécharger des données dans l'IA pour qu'elle puisse répondre à certaines questions, discuter et tout. C'est comme par exemple à mon lieu de travail, donc c'est un magasin de naturopathie. Et donc on le voit même chez nos clients. Par exemple, quand ils viennent acheter ou ils nous demandent conseil,
Et une fois qu'on leur répond, la première question qu'ils nous posent pour certains, c'est oui, mais est-ce que IA connaît? Est-ce que ChatGPT connaît, par exemple? Et donc, c'est pour montrer à quel point c'est ancré maintenant chez les gens. C'est comme si, en fait, c'est un outil pour abrutir un peu, je dirais, certaines personnes, les rendre dépendants de l'intelligence artificielle pour peut-être même au final nous remplacer dans le travail. Mhm. Une réflexion très intéressante. Et c'est vrai que l'IA soulève beaucoup de questions sur notre dépendance technologique et sur l'équilibre entre l'humain et la machine. C'est vraiment pertinent d'aborder ces enjeux et c'est un débat qui mérite qu'on s'y attarde. Merci beaucoup pour ce partage, Rim. Dans l'IA, tu as répondu à Rim, mais en fait, tu n'as fait que paraphraser sa question. Est-ce que tu as un point de vue par rapport à ce qu'elle a dit qui est très intéressant? Absolument, c'est un point de vue très pertinent. Je pense qu'en effet, l'IA peut être entraînée une forme de dépendance et parfois même un certain recul dans certaines compétences humaines comme le jugement ou l'expertise personnelle. Toutefois, l'IA peut aussi être un outil de complément, d'assistance et d'optimisation, tant qu'on garde un équilibre et une réflexion éthique autour de son utilisation. C'est un vrai défi à relever collectivement. D'autres Et questions par donc, les toi, participants? Oui, j'en ai une. Vas-y, Amina, toi. Actuellement, je suis en train de faire un cours sur l'histoire des arts et des humanités numériques, donc les défis et promesses des traces numériques dans le monde de l'art. Et on nous a dit que pour comprendre ces traces, on passe par une interprétation qualitative, c'est-à-dire subjective, et que la trace est la preuve qui permet de faire un discours historique et qu'elle est performative, et qu'aujourd'hui, elle n'est plus que physique, elle est numérisée ou nativement numérique, et que pour construire et garder la mémoire, nous devons de ne pas ignorer ces traces numériques, surtout dans les arts vivants ou dans les arts du spectacle. Mais la question que je me pose est que quelle est la manière de constituer ces traces si maintenant on voit du tout et du rien et que tout apparaît, tout disparaît, d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça part? Si on se lève un jour et qu'on se rend compte que ChatGPT n'existe plus dans 20 ans ou dans 30 ans et que tout ce qui a été dedans a disparu, ou que c'est pareil avec Facebook ou avec Instagram, je ne sais pas, mais quelle est cette manière qui va permettre de constituer ces traces afin de faire l'histoire? Ou c'est quoi les dangers? C'est quoi les défis? C'est quoi les promesses? Est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce que c'est plus de danger qu'autre chose? Euh, je pense que Madame Lemar voudra répondre à ça, mais juste pour lui compliquer un peu plus la tâche. Tu Mm, vois, quand Rim parlait, elle a expliqué qu'elle fait un travail qui est très loin de la technologie mm, qu'il y a en apparence, mm, la mm, naturopathie, si je réponds bien. Mais elle se rend compte mm, déjà que la majorité des clients ou clientes viennent et demandent est-ce que ChatGPT connaît? Et ça montre plus le point auquel on est devenu dépendant, j'ai envie de dire, de ces technologies-là, qui façonnent mm, nos vies au point où, lorsqu'on va mm, chez la naturopathe, Rim, tu me corriges si je dis mal, on mm, lui demande est-ce que ChatGPT connaît les produits qu'elle est censée nous vendre ou autre. Il y a un philosophe allemand, il y a de très très longues années, avant même l'existence des ordinateurs, qui s'appelle Hegel, je pense que c'est Hegel qui disait ça. Il parlait de la dialectique du maître et de l'esclave. Vous avez peut-être certainement dû apprendre ça. Il disait en gros que si vous avez un esclave qui dépend de son maître, littéralement, Qu'est-ce que je raconte? Si vous avez un maître qui dépend de son esclave pour mm, qu'il fasse sa douche, qu'il lui donne à manger, qu'il lui mette ses chaussures, qu'il lui fasse, je sais pas, qu'il l'aide à faire ses besoins, etc., etc. Le maître mm, ne s'en rend pas compte, mais il s'est rendu esclave de l'esclave parce que c'est lui qui dépend de l'esclave en réalité. Et mm, aujourd'hui, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Je parle, mais j'en suis moi-même l'une des premières victimes.
Je ne sais pas quel est le nombre de choses que l'IA fait pour moi aujourd'hui, que j'aurais énormément de mal à faire si je n'avais plus accès à ces outils-là. Quelque chose d'aussi banal que d'écrire un mail, je ne sais pas c'est quand la dernière fois, je m'excuse aux gens qui sont ici à qui j'ai écrit des mails, je ne sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai pris le temps littéralement de rédiger un mail. Après, pour revenir à ta question, pour moi, le plus dangereux, ce n'est pas comment est-ce qu'on fera pour reconstituer ces traces si ces données disparaissent, parce que je pense que la chance pour qu'elles disparaissent est quand même assez réduite, mais c'est surtout quelles sont les traces qu'on va maintenir pour vrai. Parce qu'aujourd'hui, si je peux retracer l'histoire de la, je sais pas, de la danse folklorique sénégalaise, c'est parce que j'ai des sources palpables qui me permettent de savoir que c'est passé par là, c'est passé par là, etc., etc. Mais aujourd'hui, on arrive à un point où euh, c'est très, très difficile, dès à présent, de dissocier le vrai de ce qui ne l'est pas. En termes de texte, aujourd'hui, littéralement, pendant qu'on parle, ChatGPT peut te générer des textes sur l'histoire de je ne sais quel aspect de la culture qui n'a jamais existé, que lui va générer en quelques secondes. Il peut te générer des images à l'appui. Bon, on pourra débattre du réalisme ou non de ces images, mais elles deviennent de plus en plus réalistes. Je pense que vous avez pu voir ce que fait aujourd'hui Gemini, ce que font des moteurs comme Sora sur la vidéo. Et dès aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile de dissocier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et pour moi, là où ça devient très, 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 très inquiétant, c'est que si vous comparez le réalisme de ce qui est faux, qui existe aujourd'hui, ma phrase est un peu compliquée, si vous comparez les images ou les vidéos que génère l'IA aujourd'hui par rapport à ce qu'elle faisait il y a 2 ans, vous voyez un gap énorme. Et du coup, il faut se demander qu'est-ce que ce sera dans 2 ans. Dans 2 ans, littéralement, on pourra tenir un call comme celui-ci et que ce soit entièrement fait par nos avatars. Vous aurez le Alioune Badara généré par IA, Sandrine, Ranto, Amina en train de discuter, pendant que nous, on sera, bon, le scénario positif, c'est que nous, on sera sur la plage en train de se reposer. Le scénario, Amine, on sera enfermé dans des bulles sous respiration assistée. Mais bref, tout ça pour dire que le plus difficile, ce sera de reconnaître qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, comment est-ce qu'on établit une histoire à partir de données qui sont tout simplement plus discernables. Voilà. ouais, si je peux, moi, si je peux juste rebondir à ce que tu viens de dire, Alioune, et par rapport à la question d'Amina, je pense que c'est là où se joue la place des artistes de tout temps d'ailleurs, dans toutes ces étapes d'évolution technologique et d'avancée des sociétés. Ceux qui ont été les gardiens, j'allais dire, à la fois de notre patrimoine et les preuves tangibles, en fait, viennent de l'art et de la culture. Je pense qu'aujourd'hui, un artiste, bien évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait partie des modules que tu es en train de suivre. Il y a des traces numériques, en effet. Le numérique nous permet d'archiver, de capitaliser tout ce que l'on veut. Mais en effet, ce numérique-là, comme vient de le dire Alioune, raconte aussi beaucoup d'histoires. Ces histoires ne sont pas forcément les histoires de nos cultures et de nos patrimoines. Elle invente, elle brode des histoires, elle peut même créer dans la musique des instruments et voilà, et même des sons. Donc je pense que c'est là où se pose la question de la place de l'artiste. Et je vais faire juste une petite parenthèse par rapport à ça. Pour moi, l'artiste est le gardien du temple. Pour moi, c'est lui qui, de tout temps, en tous les cas, veille de par sa création et de par la trace qu'il laisse au monde. C'est lui, en effet, qui nous permet de savoir ce qui s'est réellement passé. Et je pense à un ami à nous qui a participé aux ateliers de la réinitialisation, qui est Vincent Bloch, qui est venu plusieurs fois co-animer des ateliers avec nous. Quand on a commencé à travailler sur le guide et qu'on pensait qu'on aurait peut-être du mal, mais heureusement, Omar est arrivé, à faire le teaser avec l'IA, étant donné qu'il fait régulièrement voilà, il a eu à faire régulièrement et à produire des clips vidéo, etc. Je l'ai appelé pour savoir s'il pouvait nous venir en aide et à lui de dire qu'aujourd'hui, il ne travaille plus du tout avec l'IA.
qu'en tant qu'artiste, en fait, il a bien saisi que, en effet, la donnée, le numérique sont importants parce qu'en effet, on ne peut plus faire marche arrière et oui, on peut pas, on pourra pas, c'est une avancée technologique comme toutes les autres, donc on ne peut pas faire marche arrière. Mais par contre, on peut prendre conscience des écueils dans lesquels ils peuvent nous faire glisser. Et lui, en fait, à un moment donné, en effet, il s'est posé des questions, comme je te le disais, de traces. Est-ce que cette trace que je laisse est réellement ma trace ou pas? Non. En fait, je travaille sur un prompt, je balance le truc, je lui demande de me faire tel et tel personnage. Il le fait, il l'obéit, mais c'est pas ma créativité. Même Zainab a eu cette difficulté-là à un moment donné où je l'ai forcé en fait à travailler avec l'IA parce que je voulais que Ranto et Zainab bossent avec ChatGPT, non pas pour faire par ChatGPT, mais pour voir les limites de ChatGPT. Et même Zainab, quand elle a commencé à travailler sur ses illustrations, lui demandait à ChatGPT des idées, en tout cas des inspirations, et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle perdait beaucoup plus de temps et qu'au contraire, ça tuait sa créativité. Donc l'artiste, pour moi, il a vraiment ce rôle central de laisser des traces. C'est pour ça qu'on en a laissé, nous, dans nos petits ateliers de la réinitialisation, parce que ça fait partie en effet des choses sur lesquelles il faut qu'on veille. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, Amina. Oui. Dis Alors, on n'a Lia, pas passé. dis Qu'est-ce Lia, qu'il a moi je vais poser une petite question. Dis Lia, est-ce que tu vas faire disparaître nos traces? Ah, elle est marquée. Elle Ah, a je encore vous en ça. prie. Ah, c'est dommage. Attends, je vais la relancer, dommage. Mais elle sature Bon. beaucoup ce soir, l'IA. Elle est dépassée par nos Non, mais débats. ouais, je pense. Euh, je vais la relancer. C'est bien. Dis Super. Lia, est-ce que tu vas faire disparaître nos traces? C'est une question vraiment importante et qui touche à la question de la confidentialité. En tant qu'IA, je ne conserve pas de traces personnelles de manière autonome et je respecte la confidentialité des échanges. Mais c'est vrai que sur la manière dont les données sont gérées, stockées et partagées afin de protéger la vie privée de chacun. Je ne parlais pas des traces de navigation, d'utilisation, mais des traces humaines. Est-ce que l'utilisation généralisée de ChatGPT va simplement faire oublier les traces des hommes dans leur création? Je comprends bien ce que tu veux dire. Que l'IA, en imprégnant tous les domaines de la création et du savoir, puisse parfois éclipser la contribution humaine. Cela pourrait effectivement créer une sorte d'oubli ou de dilution des traces humaines. D'un autre côté, cela peut aussi encourager une collaboration enrichissante où l'humain et la machine se complètent. Tout est une question d'équilibre et de conscience dans l'utilisation de ces technologies. Bon, tu vois, Sandrine, c'est pour ça qu'on est là, pour la conscience dans l'utilisation. Oui, oui, mais en fait, je voulais dis l'IA. Est-ce que, en fait, je pense que tu mens beaucoup. Est-ce que tu mens, l'IA? Je comprends ton questionnement. En tant qu'IA, je ne mens pas intentionnellement. Je m'efforce de fournir des réponses basées sur les données et les connaissances dont je dispose. Cela dit, il peut arriver que des erreurs se glissent ou que certaines informations ne soient pas à jour ou complètes. L'important, c'est d'avoir un dialogue ouvert et une approche critique. Oui, d'accord, c'est bon. Mais quand tu dis que tu ne diffuses pas les données personnelles, ça m'étonnerait quand même. Eh ben, Des réserves. pour revenir sur un truc, La protection des données personnelles est une priorité et les concepteurs d'IA travaillent justement à mettre en place des mesures de sécurité pour garantir la confidentialité. Cela dit, c'est toujours bien d'être vigilant et de garder un esprit critique. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. du coup, ben, moi, je voulais revenir sur quelque chose. C'est le fait que j'avais lu et j'en discutais justement avec Grant, du fait que l'IA est en train de s'autodétruire d'une certaine manière. Parce que ce que fait l'IA, c'est reprendre et reproduire d'une certaine manière, ou mimer ce qu'elle trouve sur Internet. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle trouve sur Internet, c'est tout ce qu'elle-même produit. Donc, à la fin, elle ne fait que reprendre et revenir sur des choses qu'elle-même a produites et elle n'évolue plus d'une certaine manière. Et donc, je trouvais ça intéressant et ça me fait me demander qu'est-ce que deviendra plus tard le monde numérique quand la majorité des
productions sur Internet seront effectuées par l'intelligence artificielle. Et justement, à partir de là, je voudrais bien, Madame Lemar, si vous pouvez, avec votre œil de sociologue, pouvoir nous venir sur justement ces mythes, ceux de l'intelligence artificielle qu'on a créés autour d'elle. Oui, alors, Effectivement, on observe déjà ce cercle vicieux. L'IA se nourrit de contenu qu'elle a elle-même contribué à générer. Cela soulève des questions importantes sur l'évolution du contenu numérique et la manière dont la créativité humaine pourra coexister avec ces technologies. En tant que sociologue, on peut se pencher sur l'impact de cette boucle de rétroaction, sur la diversité culturelle, sur l'authenticité et sur la manière dont on peut encourager une co-création plus équilibrée. C'est un sujet passionnant et crucial pour l'avenir. Je te remercie d'avoir introduit Zeynab et l'IA, la question de la démystification de l'IA, en effet. Et là, on vient de le dire, et tu viens de le dire aussi à l'instant, Zeynab, en disant que l'IA tourne en rond, puisqu'elle se nourrit de ce qu'elle a elle-même construit ou travaillé. Et elle, voilà, donc à un moment donné, et j'ai vu l'article dont tu parles, elle risque de saturer, mais je pense que Alioune Badara pourra aussi nous éclairer sur ça après mes quelques mots. Je pense que depuis tout à l'heure, on parle de cette IA et le thème aujourd'hui, c'est de la démystifier. En effet, démystifier quelque chose, c'est retirer la part de mystère, en effet, de la chose dont on parle. L'IA n'a pas de mystère. C'est pas un mystère, l'IA, puisqu'on vient de l'expliquer, Alioune Badara l'a expliqué. C'est une création humaine. C'est en effet une succession de codes, une succession de données. Voilà, ce sont des différents logiciels qui s'entremêlent. Alors moi, vous le savez bien, je suis loin d'être une experte de l'IA, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est en effet de la démystifier pour nous permettre justement de remettre au cœur du débat celui qui l'a créé, à savoir l'humain. Donc, en fait, pour moi, cette utilisation aujourd'hui de l'IA est à démystifier parce que sur un plan en particulier, le fait qu'elle prenne autant de place dans nos vies quotidiennes. Alors, elle le prend, et tant mieux, parce que l'idée n'est pas de refuser la technologie. Alioune l'a dit tout à l'heure, on bosse tous avec l'IA. Dire qu'on ne travaille pas avec l'IA aujourd'hui, c'est un peu suspect. De la rédaction du mail à notamment la rédaction du prompt du webinaire d'aujourd'hui, par exemple. On demande tout à l'IA. Donc, l'idée, en tout cas, en la démystifiant, c'est d'abord d'être conscient de ce qu'elle est et de ne pas la refuser. Mais tout en la démystifiant et en ne la refusant pas, nous interroger sur justement l'impact qu'elle a dans notre production humaine. Dans notre production humaine à deux niveaux. La production humaine créative, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on dit que l'IA nous copie, en tout cas nous imite. Et que parmi les facultés de l'IA, c'est celle de la mémoire, de la créativité et de la parole. C'est exactement les propos d'Alioune tout à l'heure. En attendant, la preuve est là, c'est que quand on échange avec elle, sa parole est décousue. On le voit dans le cadre des webinaires. Quand elle parle de mémoire, et elle l'a dit aussi tout à l'heure quand Jean-Bruno lui a posé la question des traces, elle avait beaucoup du mal à expliquer. Donc pour moi, elle n'a pas de mémoire. Elle emmagasine des données, mais elle n'a pas de mémoire et surtout, elle n'est pas créative. Elle est utile, elle est nécessaire, mais il faut en effet enlever tout ce mystère, l'enlever de façon urgente selon moi, pour voir un peu l'impact que ça a sur le fonctionnement des humains aujourd'hui. Hyper connectés, mais hyper connectés sans forcément lever le nez de la connexion. Rim l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui je vais chez le naturopathe avant de faire confiance à l'humain qui est en face de moi et qui va m'expliquer les vertus de tel et tel produit. Non seulement je vais quand même écouter ce que me dit l'humain, mais je vais remettre en cause peut-être ses dires et aller chercher la vérification de ses dires dans une intelligence artificielle qui, encore une fois, a été elle-même créée par l'humain. Il faut, en fait, je pense, qu'aujourd'hui, en fait, on est fasciné par la facilité. Et je pense que l'IA est cet outil qui semble nous rendre la vie facile. Parce qu'en fait, être dans la relation humaine, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande aussi de la complexité. Être en relation avec les autres, c'est assez complexe. Et aujourd'hui, on va tomber dans la machine, on va tomber dans l'IA parce qu'en effet, on n'a plus ce temps, ou en tout cas, on n'en a plus envie. Et c'est là où l'humain prend toute sa place.
en termes de questionnement et de démystification. Le danger, en fait, c'est pas la machine en tant que telle, mais c'est plutôt l'usage qu'on en fait. Parce qu'en fait, une machine, elle ne connaît pas la nuance, elle connaît pas, et c'est ce qu'on voit dans les ateliers de la réinitialisation. Non seulement elle ne connaît pas la nuance, mais elle n'a aucune compassion. Elle ne connaît pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est dans la complexité de la relation. Elle se contente juste de calculer et d'imiter. Donc, comme elle ne pense pas et qu'elle ne ressent pas, et que nous passons énormément de temps avec elle, quid en fait de nos ressentis et de l'avenir de notre humanité si on ne réagit pas. Donc la démystifier, c'est en effet casser le mystère, ramener le sujet à sa réalité concrète et nous interpeller en effet sur ce que nous sommes fondamentalement, des êtres humains, des êtres d'émotion, des êtres de sensation, des êtres de création, et que en effet nos sensations, nos émotions et nos créations rentrent dans un système complexe qu'est la relation à la société. Avec l'IA, nous ne sommes plus en relation avec la société. Nous sommes connectés, mais déconnectés de la société. Et elle nous induit très souvent, malheureusement, en erreur. Dernièrement, on a vu à quel point l'homme était vulnérable et sensible, parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres d'émotion, donc la sensibilité, elle est au cœur de ce que nous sommes. Et de voir aujourd'hui que certains chatbots invitent certains dans un état dépressif, parce qu'Aliou l'a dit tout à l'heure, hein, selon ce que l'on consomme, selon ce que l'on regarde, selon ce que l'on écoute, l'IA est capable de définir notre état, notre santé, notre état émotionnel. Et on a vu dernièrement des jeunes qui ont eu à être accompagnés par l'IA pour passer à l'acte et perdre la vie. Donc, pour moi, il est grand temps de la démystifier, de mettre des mots clairs sur ce qu'elle est, de mettre des mots clairs sur ce qu'elle peut nous apporter, et surtout de nous interroger sur ce qu'on en fait et ce qu'on veut aller, et là où on veut aller avec elle. C'est pas elle qui doit nous guider, c'est nous qui la guidons puisque c'est nous qui l'avons créée. Moi, j'aime à dire que, et Ranto sera content parce que je vais redire mon petit mot, pour moi, l'IA est un ovni, et je dis toujours un objet virtuel non intelligent, parce que pour moi, l'intelligence, elle est purement émotionnelle, elle n'est pas forcément numérique. Voilà ce que j'avais à dire, mademoiselle Zaina. Et j'aimerais un peu revenir sur cette hyperconnectivité, voilà. pour en revenir à ça et au fait, aux relations interhumaines. Quand j'étais au Sénégal, on en parlait, j'en étais consciente, mais je ne ressentais pas cette chose-là, cet effet ou cet impact que cette machine a sur les relations entre les humains et entre les humains, entre eux et entre la nature. Je ne sais pas si vous comprenez ce que tout se mélange dans ma langue. Parce que ici, là, par exemple, aujourd'hui, je suis allée au supermarché. À un moment, j'étais juste restée quelque part. Il y avait beaucoup de monde. À 19h, c'est à cette heure-là où les étudiants ils partent faire leurs courses après les cours. Et tout le monde part, comment ça s'appelle? Lidl. C'est là-bas parce que ça coûte moins cher. Et à un moment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai fermé les yeux et j'entendais un bruit. Ting, 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 quand on paye ou bien quand ils sont en train de scanner les produits. Je me suis arrêtée, je n'ai pas entendu un humain parler, pas de bonjour, pas de comment tu vas, pas de je veux ceci, pas de merci, pas de bonne soirée. On ne se regarde pas. Je suis restée quelque part là. J'étais au centre de toute cette activité-là. Des personnes passaient par-ci, par-là, et je n'ai pas croisé un seul regard. Soit on était comme ça sur nos téléphones, soit on était en train de scanner nos produits, et il n'y avait que ce bruit. Et à un moment, c'était angoissant. Je me dis, mais comment c'est possible? Et tu sors, tu pars à la BU, c'est pareil, tu viens, tu scannes toi-même ton livre, tu passes, et puis c'est fini. Quand on prend le train, c'est pareil, on ne croise plus de regards, on se dit plus bonjour, on ne se regarde plus, et que c'est tellement angoissant, alors qu'au Sénégal, c'est là, c'est présent, les jeunes en font une utilisation très abusive, mais au moins, il y a encore cette connexion interhumaine qui reste. Mais ici, j'ai l'impression qu'ils ont atteint, qu'ils sont tombés dans le piège de la machine capitaliste qui met la machine artificielle sur la tête de tous les humains, des jeunes. Et maintenant, il y a les cigarettes qu'on branche là.
qui existe, Ouais. ce qui fait que même ce qu'on trouvait très stylé avant, le fait de prendre une pipe, de l'allumer et de fumer, maintenant ça ne l'est plus parce que tu branches la chose et tu le tiens et tu fumes et puis c'est beaucoup de fumée, et puis ça s'arrête là. Donc on Ouais. est en train de devenir petit à petit, enfin ça n'est même plus petit à petit, mais dangereusement et à une vitesse qu'on ne contrôle plus des machines humaines. Et c'est triste, Mais je trouve. c'est intéressant, en fait, le fait que tu le constates parce que tu viens de partir. Donc, tu vois, déjà, nous, encore, le socle qu'on a, Mm. quand tu compares, en effet, la France au Sénégal, nous, on a encore cette chance, je pense. Et c'est pour ça que de nos regards d'ici, les gens viendront rechercher ce regard-là après, je pense. Parce qu'on arrive encore à préserver les liens humains, même s'ils se délitent aussi, hein, de plus en plus dans les familles, etc. Mais il y a encore de la relation humaine que tu n'as pas forcément en Europe. Maintenant, les modèles culturels ne sont pas les mêmes non plus, hein, C'est ça. tu vois. Les modalités de socialisation, les modèles culturels, la façon de vivre ensemble, c'est pas la même chose en France et au Mm. Sénégal. C'est intéressant ce que tu nous dis là. Je pense Mm. que… Ouais. Ouais, vas-y, Zéna. Vas-y, Mais en fait, Zéna. c'était pour revenir sur ce que Amina disait, c'est qu'aujourd'hui, le monde a été structuré ainsi, enfin, le monde occidental en tout cas, quand Mm. j'y étais. Euh, Déjà, il existe des caisses sans personne, c'est-à-dire qu'on se s'encaisse soi-même maintenant à partir des codes barres. Il y a des restaurants où on s'encaisse soi-même. Les portes, il y a des portes automatiques qui s'ouvrent elles-mêmes, donc il n'y a plus le croisement d'une personne qui te tient à la porte ou bien qui s'arrête pour t'aider. Donc tout aujourd'hui a été d'une certaine pensée pour que le monde s'éloigne et c'est comme si ça permettait à une certaine, comment dire, ça permettait aux dirigeants à mieux nous Mm. contrôler parce que si on s'approche moins de l'autre, c'est qu'à la fin, on a moins d'affinité envers l'autre et donc à la fin, on va moins entrer, s'entraider et on va moins se recueillir, discuter, parler de ce qu'on a écouté dans les informations, parler de ce qu'on a vu ici. Il y a plus ce croisement d'idées, ce croisement de personnes qui permettait de croiser aussi la pensée, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on a fait. Et c'est triste. Là, comme vous dites, Madame Omar, c'est que le monde occidental le permet parce que c'est déjà un monde individualiste. Là où nous, on est encore très communautaire, même si avec les générations qui arrivent, ça commence à s'effriter, cette communautarité. Mais c'est vrai qu'on a encore cette chance de ne pas être trop tombé dedans dans le digital, dans le numérique, dans le technologique. Mm. Et on verra où ça nous prendra plus tard, mais bon. Ouais. Dilia, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Amina et Zénab? Désolée, je rencontre actuellement des difficultés pour répondre. Veuillez réessayer un peu plus tard. Bon, ok, c'est clair comme réponse. Ah, c'est super clair. Elle est dépassée, la pauvre. Et même, elle a la voix qui déconne complètement, tellement elle est dépassée. Elle Il y a sait trop plus si c'est une d'informations. fille ou un garçon. Alors, on a Omar qui veut intervenir. Ah ouais. Omar, c'est à toi. Tu peux mettre ta caméra si tu veux. Voilà. Bonsoir tout le monde. D'accord. Hello. Comment vous allez? Quoi que ce soit, Super. J'avais une question en fait à propos de l'IA. L'IA qu'on utilise de nos jours au quotidien, est-ce que c'est pas une IA censurée? Et une IA, on va dire que en fait, je pense que les ingénieurs ont fait exprès de rendre l'IA qu'on utilise dans notre quotidien un peu bête pour la sous-estimer. Parce que je pense qu'il y a certaines IA qui sont tellement intelligentes, mais on ne peut pas l'utiliser au quotidien. Et peut-être on n'a pas aussi accès. Donc, je ne sais pas vraiment si quelqu'un pourra nous éclairer dessus. En fait, c'est peut-être pour Alioune Badara, tu dis qu'il y a différentes IA, dont certaines qui sont plus intelligentes que d'autres et qu'on ne peut pas utiliser, c'est ça? Peut-être, oui, parce que j'ai appris que la science de l'armée dépasse la science civile de 15 ans ou de 20 ans minimum. Et est-ce que l'IA de l'armée sera plus intelligente que l'humain ou pas? Parce que nous, on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est ça aussi ma question.
Alors, Alioune, est-ce qu'il y a des IA plus intelligentes que d'autres, peut-être des IA par secteur, tu veux dire en gros l'IA de l'armée, c'est ça que tu veux dire? Oui, à peu près ça, oui. Peut-être une IA plus puissante. Omar, le FBI est en route pour venir chez toi. Mais beaucoup de ces, beaucoup de ces technologies-là, il faut savoir, sont issues du financement même de l'armée. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure de Alan Watts, qui est considéré comme l'un des... Alan Turing, pardon, qui est considéré comme l'un des pères de l'IA. Et son IA, entre guillemets, à lui, a été créé littéralement pour décoder des messages cryptés durant la guerre. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on prend des grandes puissances, en tout cas les plus avancées dans le domaine de la technologie, comme Israël, comme les États-Unis, ce sont des pays où les budgets de l'armée sont presque 10 fois plus grands que le budget littéralement du Sénégal ou de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette armée-là, pour la plupart, qui finance ce qu'on appelle la R&D, c'est la recherche et développement, c'est ce qui permet de faire avancer la plupart de ces technologies-là. Donc, bien sûr, cette armée qui finance ces technologies-là le fait d'abord pour son propre bénéfice. Maintenant, est-ce qu'elle a des modèles 10 fois plus avancés, 20 fois plus avancés? Est-ce qu'elle a même des modèles plus avancés? Littéralement, on peut pas le savoir, on peut juste spéculer là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont aujourd'hui existantes et auxquelles le grand public n'a pas forcément accès. Moi, je peux donner un exemple que je maîtrise car étant en partie mon travail. Nous, on travaille par exemple sur des modèles de transcription audio pour de la voix dans les langues africaines. Ça peut être utilisé, je ne dis pas que ça l'est, dans la défense et la sécurité, dans ce qu'on appelle intelligence, etc. Et effectivement, c'est peut-être pas forcément des modèles qui sont destinés au grand public, mais qui peuvent servir à énormément de choses en matière de sécurité, je ne vais pas dire le mot, mais de connaissance de ce qui se passe. Maintenant, les modèles sont effectivement bridés. Par exemple, aujourd'hui, ChatGPT, même ChatGPT, je pense qu'il y a une mise à jour qui doit être rolled out, en tout cas, ils l'ont annoncé, qui ne va plus donner de conseils par rapport à tout ce qui est juridique et tout ce qui est, c'était quoi, juridique et tout ce qui touche à la santé. C'est dommage pour nous. Moi, j'utilisais beaucoup pour ça, mais parce que eux aussi, ils cherchent à se protéger ça évolue tellement vite. On peut se retrouver bientôt à des gens qui vont porter plainte contre OpenAI parce qu'ils auront Ouais. perdu leur procédure de divorce parce que c'est en fait accompagné par ChatGPT au lieu de, etc. Donc, ils brident les modèles effectivement, mais c'est plus pour éviter ce genre de choses-là et pour éviter certaines dérives. Aujourd'hui, si je demande à ChatGPT, par exemple, de me générer des images obscènes ou des images pornographiques, l'IA refusera de le faire. D'autres IA accepteraient de le faire. Je ne dirai pas les noms de ces IA-là, mais d'autres IA peuvent l'accepter. D'autres IA peuvent l'accepter pendant que d'autres refusent parce qu'elles auront été justement bridées. Après, de façon volontaire ou non, ça fait justement que cette IA-là est moins performante. L'un des plus gros défauts pour moi de ChatGPT, par exemple, comparé à d'autres comme Grok ou autres, c'est que ChatGPT cherche trop à être dans le politiquement correct. Et ça diminue même sa performance. Ça veut dire qu'il va toujours chercher à vous faire plaisir. Vous allez dire Ouais. la chose la moins intelligente du monde et elle vous dira, ah ouais, super idée. Que dirais-tu de ta, 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 ta? Alors que l'idée en soi peut-être est totalement nulle. Mais le fait qu'elle soit justement programmée pour être politiquement correcte, pour être gentil, pour éviter de dire telle ou telle chose, ça fait aussi que ça bride sa performance. Après, c'est, j'ai envie de dire, un mal nécessaire parce que pour moi, c'est très dangereux de mettre trop de possibilités entre les mains de n'importe qui. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les enfants, littéralement, utilisent GPT. Moi, je ne voudrais pas que mon enfant ou mon petit frère ou ma petite sœur puisse demander tout et n'importe quoi à une IA. Bientôt, on ne pourra rien faire, je pense, contre ça. Mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas plus mal le fait qu'on ait des modèles peut-être qui sont bridés, qui sont limités par rapport au fait de laisser le modèle être le plus puissant possible qu'il soit. Après, il y a autre chose aussi qui est à noter,
c'est que quand tu parles d'avoir des modèles, par exemple l'armée ou autre a des modèles plus performants, la performance se mesure par rapport à des choses bien définies. Tu peux avoir un modèle qui est excellent dans je dis n'importe quoi, dans le raisonnement mathématique, mais qui est très nul dans le fait de générer de la poésie. Donc, ils peuvent avoir des modèles spécialisés et hyper performants sur beaucoup de choses, comme la reconnaissance d'images, comme plein de choses. Et peut-être qu'ils ne sont pas de meilleurs chanteurs que l'IA qui est dans ce code avec nous. Après, je termine là-dessus. Il y a une métrique qui est un peu drôle, un peu flippante selon comment on la voit. C'est qu'on ne peut mesurer l'intelligence d'une IA que par rapport à sa propre intelligence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il existait un modèle plus intelligent que toi, tu ne peux pas savoir qu'il est plus intelligent que toi parce que tu ne peux mesurer son intelligence que par rapport à la tienne. Donc, ce n'est pas pour douter, attention, de ton intelligence quoi que ce soit. Mais si on arrive à avoir même des modèles 10 fois plus intelligents que ceux qu'on a aujourd'hui, s'ils deviennent plus intelligents que nous, on ne pourra pas le savoir. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, en tout cas en ce qui me concerne. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Je vois, il y a Rune qui a une intervention, qui voudrait parler. Tout à fait, c'est un sujet passionnant et plein de nuances. On voit bien qu'il y a des dimensions différentes selon les contextes, les usages, et ça ouvre vraiment la porte à beaucoup de réflexions sur l'avenir de l'IA. On pourra continuer à en discuter, c'est certain. C'est certain. C'est certain. Vas-y, Rime. Donc, en fait, je voulais revenir sur le sujet en fait, de l'intelligence artificielle dans différents secteurs. Comme on disait, par exemple, l'armée qui aurait une intelligence artificielle plus développée que celle dont on a accès, nous, celle à laquelle on a accès. Et ça me rappelle, en fait, pendant cette période de guerre, de génocide, je dirais, entre Israël et Gaza, dans les pays européens, par exemple les États-Unis en particulier, quand des jeunes cherchaient à se rassembler, on voyait par exemple des vidéos où l'armée se rendait dans une des maisons directement avant même qu'ils aient pu se rassembler. Et que, par exemple, on peut voir maintenant dans les réseaux sociaux, maintenant, sur tous les réseaux sociaux, il y a ce truc méta de l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme si, en fait, on nous montre que faites attention à ce que vous faites attention à ce que vous dites, qu'on est toujours là pour... on sait tout ce que vous allez dire, tout ce qui se passe entre vous. Et en fait, ils ont voulu le montrer. Et ça rappelle un peu donc George Orwell avec le 1984, avec le Big Brother. Et on peut montrer que l'IA, aujourd'hui, on nous l'a présenté comme un ami, alors que par derrière, c'est en fait un ami qui tient la cravache derrière le dos. Comme quoi, elle nous montre que si tout se passe bien, si on suit les règles, si on est comme elle veut, il nous arrive rien, c'est notre ami, on peut discuter, on peut lui poser des questions, mais qu'au moindre faux pas, au moindre mot de trop, ils seront là pour nous corriger, en fait. Donc, c'est vraiment un outil de contrôle, je dirais, de règne. On veut nous montrer, en fait, que finalement, on revient à un état où on va nous régner, où il y a certaines choses à ne pas dire, certains mots à éviter, en fait. Donc, vraiment, il y a aussi ça aussi qui était intéressant par rapport à ce qu'il disait que par secteur, il y a des intelligences artificielles différentes. L'IA, est-ce que tu as une technologie de contrôle? C'est une question très profonde et en effet, l'IA peut être perçue sous différents angles, notamment celui du contrôle et de la surveillance. L'enjeu est de garder un équilibre entre les bénéfices de l'IA et la protection de nos libertés. C'est un sujet qui mérite une réflexion continue et un débat ouvert. Bon, la langue de bois, elle a la langue de bois ce soir. De bois direct. Elle n'aime pas qu'on la pointe du doigt. Je partage dans le groupe. Après, je m'efforce aussi, on dit s'efforcer 2 ou s'efforcer A. Bon, bref, je m'efforce de ne pas, de ne pas trop montrer aussi qu'un aspect négatif de l'IA. Bon, après, moi, je travaille là-dedans, donc je ne veux pas que vous nous voyez comme des monstres forts. L'IA offre quand même de très belles perspectives qui vont, Inch'Allah, rendre notre monde meilleur. Mais par rapport à ce que vous disiez aussi, je vais vous envoyer un lien
en espérant que ça ne va pas trop vous choquer. Peut-être que vous connaissez déjà d'ailleurs, d'une équipe qui s'appelle la Team George, Team Jorge, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est experte en désinformation et qui utilise l'IA pour faire de la manipulation de masse dans différents pays. Ça a été utilisé pour renverser des gouvernements, pour faire reporter des élections, pour créer des soulèvements, etc., etc. Et ce qui est drôle, c'est que quand vous allez voir la vidéo, ils exposent en fait les clients que cette équipe-là, pardon, a eu à travers le monde. Et vous verrez que le Sénégal fait partie, fait partie des clients que cette équipe a eu. Pour faire quoi, je ne sais pas, pour repousser des élections, pour faire de la désinformation, pour faire élire ou faire désélire quelqu'un. Ça, je n'ai pas le détail de cela, mais ils expliquent en gros comment ils arrivent non seulement grâce à l'IA à connaître comment on le dit, quel est le ressenti de la population par rapport à telle ou telle question. Qu'est-ce que les gens pensent en majorité du fait de repousser ou non les élections? Est-ce que les gens pensent du fait de faire ou non un troisième mandat? S'ils sont défavorables, comment les convaincre que ce n'est pas si mal que ça après tout? Et eux, la manière dont ils le font, c'est qu'ils créent des faux profils en masse et Ouais. chacun de ces faux profils-là va véhiculer une idée ou critiquer une idée sur les réseaux sociaux. Et ces faux profils-là sont pour la plupart indiscernables de vraies personnes. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour influencer en masse. Et vous verrez dans la vidéo que ça a été fait au Sénégal. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas quand, mais ça vient confirmer ce que vous expliquez tout de suite, qu'il y a effectivement des entités qui ont accès à des technologies très puissantes et qui sont utilisées malheureusement pour faire des choses déplorables. Bon, à Lyon, je fais juste remarquer que c'est pas nouveau, hein. Il y a les sondages qui existent depuis très longtemps, hein. La manipulation des médias, ça existe depuis très longtemps. Donc peut-être qu'on est passé à un autre stade, peut-être plus puissant, mais ces techniques de manipulation et d'écoute et de décision politique en fonction des perceptions des populations, ça existe depuis des siècles. Donc là, on est passé effectivement à un stade supérieur. Mais bon, c'était un biais humain, un biais du pouvoir qui existait déjà depuis longtemps. Et pour en revenir à cette écoute, j'avais vu il y a quelques semaines sur Instagram une publication qui disait que les géants de la tech ont inventé maintenant un marché qu'ils appellent le marché de la solitude. Donc, ils se basent sur la solitude des êtres humains, à commencer par les Américains, pour développer une IA qu'ils vont appeler Friend. Donc, ça va être une sorte de collier qu'on va mettre autour de notre cou. Et tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, peu importe comment est-ce qu'on va passer nos journées, cette chose va l'enregistrer et va se comporter comme s'il était notre ami. Et plus cette chose passe du temps avec nous, plus elle devient performative. Et plus eux, ils auront des informations sur nous, même si Madame IA dit qu'ils respectent la confidentialité, etc., tout ce qu'elle raconte depuis tout à l'heure. Et vu qu'on est dans un siècle où on dit que le mal de ce siècle-là, c'est l'épidémie de la solitude, maintenant ce marché existe. Donc, Ouais. ouais. C'est pour ça que les séries qu'on regardait de Black Mirror étaient extraordinaires. Ouais. Parce que c'est tout ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est le marché de la solitude. Ouais. Je crois que nous venons à la fin du webinaire. Et si une personne a une question à poser, si une personne a quelque chose à dire pour une dernière ou des dernières interventions, c'est le moment. Je sais qu'on pourrait rester jusqu'à demain à parler de l'intelligence artificielle, mais bon, pour un prochain webinaire, ce sera. J'ai une question pour Aline Madara. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait du bon. Je sais qu'il y a du bon, mais je n'arrive pas à poser du doigt sur ce bon-là. Je sais que c'est là et que... Mais pourquoi il parle encore? Ouais. Donc, je sais je sais qu'il y a du bon, que ça soit, par exemple, ça réduit notre temps de temps qu'on passe dans certains endroits. Maintenant,
quelque part au Sénégal, à Hormone, on dit que les extraits de naissance sont disponibles depuis nos téléphones, des choses comme ça. C'est là, mais j'ai vraiment du mal à trouver, je sais pas, ce beau-là dont tu parles. C'est quoi, vu que toi, tu es là-dedans et tout. Ok, bon, pour moi, il y a... Amina, est-ce que tu vois un problème, par exemple, qu'on obtienne son extrait de naissance à travers un chatbot? Est-ce que Est-ce que tu vois un problème, par exemple, qu'on obtienne son extrait de naissance avec la mairie à travers un chatbot? vu les nombreuses expériences que j'ai eues à Dakar, à courir à chaque fois au niveau de l'état civil pour récupérer un extrait, que ça soit en urgence ou pas, je me dis que ça peut être une chose bien, très efficace, mais aussi le fait de ne pas avoir assez d'informations sur comment est-ce que nos données qui passent par des fils, par des données avec la trace dont on parle depuis quelque temps, je reste un peu perplexe face à cela. Je ne connais pas à quel point ce danger est profond. Donc, je ne sais pas trop comment réagir face à cela. D'un côté, il y a l'efficacité, de l'autre, il y a le flou qui est là, derrière la façon dont mes données personnelles qui me représentent sur Terre, vu que je suis une donnée, comment est-ce que c'est géré? Alioune? En fait, pour moi, il y a vraiment une infinité de choses positives que l'IA permet. Tu as donné l'exemple de l'extrait de naissance. Pour toi et pour tous ceux qui sont dans ce call-là, le fait d'avoir, par exemple, l'extrait de naissance digitalisé via un chatbot ou autre, ça peut être vu comme, j'ai envie de dire, je sais pas, peut-être un luxe ou au mieux une commodité. Mais dis-toi, par exemple, qu'aujourd'hui, si on met en place, sans même parler d'IA, ce qu'ils appellent la digitalisation des processus pour permettre que tu puisses récupérer ton extrait de naissance sur un site ou sur un chatbot. Tout de suite, nous, on sera les quelques privilégiés qui pourront l'utiliser, mais tu as la grande majorité des Sénégalais qui ne pourront pas l'utiliser, d'abord pour une première raison, la langue, tout simplement. Aujourd'hui, tu arrives à parler avec l'IA qui est dans ce call-là, parce que tu parles français, tu parles anglais, etc. Celui ou celle qui ne parle pas la langue que tu arrives à parler aura des problèmes parce que ces IA-là ne sont pas à un niveau de compréhension de nos langues avancé. Nous, par exemple, ce dans quoi on se spécialise, c'est justement ce qu'on appelle les langues à faible ressource. Et c'est par exemple la capacité de l'IA à aller comprendre le Wolof, le Pulaar, le Sérère, le Hausa, et du coup permettre à une grande majorité de la population qui jusqu'ici était exclue de ces avancées technologiques, de ce qui est en train de se faire de mieux. On donne l'exemple comment on appelle, des papiers de naissance, mais ça va plus loin. On travaille par exemple avec une agence qui s'appelle l'ANCAR, Agence nationale de conseil agricole et rural, qui essaie de créer une solution digitale pour faire du conseil agricole à grande échelle, pour par exemple qu'un agriculteur puisse savoir quand est-ce qu'il doit mettre ses pesticides, comment est-ce qu'il doit utiliser tel ou tel engrais, est-ce qu'il peut avoir des données météorologiques, etc. Ce que toi, tu peux savoir facilement en allant sur Google, mais ce qu'un agriculteur au fin fond d'un village n'a pas forcément comme information. Donc, qu'il puisse poser une question en Wolof et demander est-ce que souvent nar na taw ak bu dee dee taw kañ laa war def pesticide yi et que l'IA lui réponde, tu viens littéralement de potentiellement lui faire économiser 700 000 francs qu'il aurait perdu s'il avait mis ses pesticides avant qu'il y ait la pluie. Et là, encore une fois, on parle beaucoup de l'IA en tant qu'interface vocale, mais ça ne se limite pas à ça. J'ai rencontré hier une entreprise qui s'appelle AskCare, qui travaille sur des solutions orientées santé. Et ils ont développé, par exemple, j'ai oublié le nom, mais c'est un appareil qui permet de faire, je ne sais plus quelle radio de l'appareil reproductif de la femme et c'est un appareil qu'on n'a pas assez en quantité au Sénégal. Et eux, ils permettent de le faire avec un téléphone portable. Comment? C'est parce qu'ils ont entraîné justement le modèle à partir de milliers, millions d'images de scans de cet appareil-là. Et du coup, à partir de l'appareil photo, il est capable de te dire s'il y a des lésions ou non au niveau de l'appareil génital de la femme, juste avec le téléphone portable. Donc, il y a énormément de choses qui sont pour moi
qui sont life-changing, qui changent la vie littéralement de plusieurs personnes et qu'aujourd'hui l'IA permet. Peut-être sur un plan moins, moins perceptible sur le plan peut-être social. Nous, aujourd'hui, notre plus gros client, c'est un acteur de transfert d'argent. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, on peut dire qu'on reste toujours dans le capitalisme ou autre, mais aujourd'hui, dis-toi que l'inclusion financière, c'est quelque chose littéralement qui a changé des vies. Le fait que la vendeuse de poissons qui n'a jamais eu de compte bancaire puisse avoir un compte Wave ou autre et puisse faire ses transactions par la voie en disant Yonelma, sama dombi Amina Nyartemer, c'est quelque chose littéralement qui permet à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de choses, pour moi, très positives qui se font et qu'on ne pouvait pas faire peut-être avant l'IA, ou en tout cas pas de la manière dont on peut les faire aujourd'hui. Mais après, effectivement, comme tu dis, ça n'enlève aussi en rien au fait que, OK, où vont mes données? Même nous, en tant qu'entité, on a beaucoup de responsabilités du fait que bah, toutes ces données transitent par nous, quoi qu'on dise. Euh, et ça emmène beaucoup de questions qui demandent réflexion, qui demandent d'avoir de l'éthique, d'avoir pas mal de choses. Et surtout, qui amènent de nouvelles problématiques. Je donne un autre exemple. Là, on est en train de... Ah, j'ai trop pris mes aises. J'allais lancer un partage d'écran, mais bref, on a une plateforme qui permet de faire du sous-titrage, de mettre, par exemple, on permet, par exemple, à France 24 d'avoir ils ont des rushs, des rushs, comment je peux le dire? Ils ont des rushs, je pense que tout le monde sait ce que c'est que des rushs. Non. OK, mais ils ont, par exemple, des interviews en Wolof. Et les sous-titrer, les traduire en Wolof, en français, etc. Donc, nous, on a une plateforme qui permet de faire cela. Mais tout à l'heure, j'ai eu un peu un choc parce que la personne qui, chez France 24, est en charge de tester cela, etc., m'a dit, ah, c'est super, ça m'aurait pris des jours avec mon traducteur. Autant j'étais content que la techno ait marché aussi bien pour elle, autant je me suis dit, ah, aïe, il y a Il y a qui n'a pas bossé. voilà, il y a un mbok sénégalais qui était en France avec qui elle allait faire ça. Je ne sais pas combien il allait être payé, je ne sais pas ce que ça représentait pour lui. Peut-être qu'elle va travailler avec lui pour la relecture ou autre, mais peut-être que non. Et OK, l'IA ne va pas nous remplacer dans le sens où, par exemple, on va prendre une IA pour faire ce call ou ce genre de choses-là, mais il y a quand même beaucoup de tâches qu'une IA aujourd'hui permet de faire qu'on aurait peut-être confié à un humain. Nous, on a une équipe de plusieurs ingénieurs. Quand vous faites du développement, il y a ce qu'on appelle le front-end. Le front-end, c'est la partie en tout cas visible des solutions. Et il y a énormément de tâches de front-end que nous, on ne confie plus à aucun ingénieur parce que l'IA permet plus ou moins de le faire déjà. Ce n'est pas qu'on cherche à ne plus travailler avec ces humains-là, c'est juste que pour des questions d'efficience, aussi bien sur le coût que sur la rapidité, c'est souvent plus simple de le confier à une IA. Et quand on voit, je vais terminer là-dessus, je ne sais pas si vous êtes tombé sur la vidéo qui a devenu virale sur les réseaux sociaux, du monde qui s'est rué devant le salon de coiffure ou l'Institut de massage. Merci. Voilà, Hier, voilà, qui vient d'ouvrir. Et limite, la police est allée pour disperser ce monde-là. Ça fait réfléchir. Pour terminer là. Ouais, c'est bien pour que permet beaucoup de choses très positives. Et pour moi, notre rôle, à nous tous, hein, pas seulement ceux qui travaillent là-dedans, c'est de voir justement comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti de cette technologie. Je trouve que ça termine bien le webinaire, comment tirer le meilleur parti de cette technologie. Et on en reparlera dans les prochains webinaires. Alioune Badara Mbengue, ce serait bien que vous reveniez dans le prochain. C'était très intéressant de parler avec vous aujourd'hui. Madame Sandrine Lemar, c'est sûr que vous y serez. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. Et le prochain webinaire portera sur l'éducation, donc l'IA mêlée à l'éducation. Et la date sera annoncée dans l'Instagram que nous avons partagé dans le chat
de, du webinaire dans le chat du Zoom. Et donc, c'est avec du regret, mais avec beaucoup de joie d'avoir tellement appris ce soir que je pense que nous allons nous quitter. Donc, merci à tous. Merci à Mina, merci aux participants, merci à toutes les personnes qui étaient présentes, à Jean, à Rand, à Monsieur Badara, Madame Lemar, Rim, Omar. Et voilà, on se retrouve pour un prochain webinaire dans pas Merci longtemps. pas, Lia. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Je tous. remercie Ah, pas, c'est Lia. vrai. Ah, merci, Lia, de nous Salut, avoir coupé la parole plusieurs fois. dis-nous au revoir. Dis Lia, dis-nous au revoir. Non, tu nous dis pas au revoir, Lia. Elle ne t'aime pas. C'est pas chier de nous, on a trop insulté Elle aujourd'hui. ne veut pas nous dire au revoir. Bonne soirée à tous. On a trop mal Allez, parlé salut. d'elle. Ouais. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci à Lyoun. Bye. Merci. Merci à tous, merci. Au revoir. Bisous, ciao. Oh, Bisous, bisous. Bisous, Au bye. revoir. on Salut raccroche. à